April. You like Carthy's back, don't you? Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Hello and welcome to Primetime Bitch. Aujourd'hui on va parler d'un film de post-apo, un film de fin du monde. Alors dans le genre Mad Max c'est cool, c'est même vraiment très cool. Mais sinon tu as La Nuit de la Comète, où quand Buffy Summers rencontre les zombies de Romero dans un centre commercial et une ville de Los Angeles complètement désert, aux airs de Mad Max 2. La Nuit de la Comète, c'est le mix complètement improbable entre Valley Girl et Dawn of the Dead. Ce film c'est un véritable plaisir coupable made in 80, avec son lot de brushing et de musique kitsch. Plus que ça, La Nuit de la Comète, c'est le film à la limite du doudou. C'est le film post-apocalyptique feel good qui vous enverra des bonnes vibes et un duo de meufs badass. Allez, c'est parti. La Nuit de la Comète, c'est le bébé de Tom Eberbach, dont l'idée lui vient lors d'une discussion avec deux actrices sur leur vision très personnelle de la fin du monde. À partir de là, le réalisateur écrit son scénario sur deux jeunes filles face à l'apocalypse. L'histoire se centre autour de Regina et de sa petite sœur Samantha, qui se retrouvent parmi les seules survivantes suite au passage d'une comète. Et si aujourd'hui La Nuit de la Comète est un long métrage qui a largement gagné son statut de film culte aux États-Unis, son réalisateur a eu énormément de mal à vendre son projet. Il ne trouvait en effet pas d'acheteurs pour son scénario que l'on jugeait trop vite d'action et d'humour. Malgré les retours négatifs, Tom Eberbach ne changera pas son scénario, et c'est finalement Tom Coleman qui se penchera sur le projet et qui deviendra producteur exécutif sur ce dernier. À la production, c'est Andrew Lane et White Crawford qui avaient produit Valley Girl un an plus tôt qui prendront les commandes. Petite coïncidence, je vous prépare une vidéo sur Valley Girl et son remake. Et d'ailleurs, les producteurs se feront un petit clin d'œil puisque l'on pourra voir la soundtrack de Valley Girl lors d'une scène de La Nuit de la Comète. La boucle est bouclée. Vous verront la fin de la semaine. Oh, tout à l'heure, la nuit de Noël est annulée. L'affiche du film fera même son apparition dans le cinéma où travaille Reggie. Et c'est ainsi que La Nuit de la Comète, Teenage Mutant Comet Zombies de son premier titre, a vu le jour. D'ailleurs, lorsque Samantha s'improvise animatrice radio, elle mentionne l'ancien titre du film. I'll be taking requests from all you teenage comet zombies. Le long métrage de Tom Eberhardt se positionnera comme un post-apo qui ne se prend pas au sérieux, et qui s'illustre sur un ton kitsch et léger. Mais il n'en sera pas pour autant totalement dénué de sens ou d'intérêt. Comme je l'ai dit précédemment, le film s'axe autour de deux jeunes filles, des sœurs plus branchées brushing, gin tonic et garçons qu'autre chose. Et pourtant, Regina et Samantha s'illustreront comme des protagonistes de taille face à une fin du monde que personne n'avait vu venir. Elles se matérialiseront comme des Sarah Connor en un peu plus pimpées. D'ailleurs, c'est ce film qui a inspiré Joss Whedon dans l'écriture de sa série, et plus particulièrement dans le personnage mythique de Buffy Summers. En y repensant, c'est vrai que les deux personnages féminins de La Nuit de la Comète et Buffy présentent des similitudes. Ce sont des héroïnes qui mènent de front leur vie de jeunes femmes. Elles ont des centres d'intérêt propres à leur âge et mènent leurs combats en parallèle, la chasse de vampires pour Buffy et la survie face à l'apocalypse et aux zombies pour Regina et Samantha. En soi, Buffy est une synthèse des deux sœurs, bien que Samantha soit celle qui lui ressemble le plus au premier abord. Ici, La Nuit de la Comète se situe à Los Angeles, en pleine période de Noël, alors que toute la population semble se réunir pour observer le passage exceptionnel d'une comète. Suite au passage de la dite comète, les humains les plus chanceux seront transformés en poussière, tandis que les autres semblent avoir muté en créatures avides de chair fraîche, des zombies. Nos fameuses protagonistes, Regina et Samantha, font quant à elles partie du peu de survivants non zombifiés. Elles se lanceront alors dans une quête afin de retrouver d'autres survivants, mais aussi et surtout une quête pour survivre dans ce nouveau monde post-apocalyptique. Et si sur le papier elles auront l'air de simplement s'intéresser à leur tenue du jour, elles s'avéreront bien plus malignes et surprenantes que prévu. Bien sûr, leur survie ne les empêchera pas de continuer à cultiver leurs petits plaisirs, et elles s'adonneront à des discussions sur les garçons, mais aussi à une séance de shopping sur Girl Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper,
reprise pour le long métrage par Tammy Holbrooks. Une séance de shopping qui prendra des airs de Dawn of the Dead mixée avec le film Mannequin. D'ailleurs, la BO du film est tout autant une capsule temporelle en elle-même que le long métrage. C'est une compilation pop et new wave made in 80. Alors oui, bien sûr, nos deux sœurs tomberont parfois dans des stéréotypes bien kitsch, mais dans l'ensemble, Regina et Samantha s'avéreront être des protagonistes au comportement assez jouissif. Notamment car comme pour Buffy Summers, Regina et Samantha sont avant tout des héroïnes qui ne cesseront d'être sous-estimées par leurs adversaires. Les humains, comme les zombies d'ailleurs. L'un de leurs adversaires allant jusqu'à les prénommer Miss. J'ai horreur de cette appellation. Ou encore Majorette. Mais comme pour Buffy, c'est cette vulnérabilité qu'elles utiliseront pour tromper leur adversaire. Elles se révéleront par leur intelligence, leur détermination et leur combativité, le tout parsemé de paillettes. De plus, Samantha et Regina seront assez complémentaires dans leur traitement. La grande sœur, Regina, sera la plus badass des deux. Elle parcourt Los Angeles en moto, maîtrise les armes à feu et n'est jamais en manque de courage. C'est Catherine Mary Stewart qui campe le rôle de l'aînée, la seule figure d'adulte dans leur team. Cette même actrice qui interprétera le rôle de Bibi dans le nanar musical Beamstar The Apple dont je vous parlais dans ma vidéo sur Parking. Dès les premiers instants, elle est définie comme une geek fan de jeux d'arcade dans un plan qui montre d'abord ses talons pour nous l'afficher en transe face à son jeu vidéo. Elle tente de remplacer tous les scores d'un certain DMK que l'on verra pointer le bout de son nez à la fin du long métrage. Sa petite sœur Samantha est quant à elle plus juvénile et plus naïve, mais elle n'est pas non plus là pour enfiler des perles et reste un appui de taille pour Regina tout en apportant une touche de fun et de légèreté teen movie au film. Ici, c'est Kaylee Maroney qui prend les traits de la petite sœur loufoque et comme sa sœur à l'écran, elle a aussi un petit nanar à son actif. Les Vampires de l'espace, Not of This Earth, sorti en 1988. Pour le coup, je ne vous conseille pas du tout ce long métrage, qui n'arrive même pas à être un bon nanar, et dont le réalisateur a fait une compile d'extraits de ses films en guise de générique d'ouverture. Leur team verra aussi l'ajout d'un autre protagoniste, Hector, et c'est là que Tom Eberhardt est plutôt intelligent dans l'écriture de son scénario, parce que ouf, il ne nous sort pas un énième triangle amoureux. L'idée vient et puis elle repart et c'est tant mieux. Niveau scénario, on est tout de même sur quelque chose d'assez léger, je vous l'accorde, mais La Nuit de la Comète n'a pas la prétention de se prendre au sérieux. Outre son duo rafraîchissant d'héroïnes, La Nuit de la Comète c'est aussi un film qui prend à contre-pied les codes tels que « La fille qui couche meurt en premier », comme Scream le fera bien après lui. Non, Tom Eberhardt ne met pas en scène une jeune femme innocente et virginale avec Regina, qui survit d'ailleurs parce qu'elle batifolait dans la cabine de projection. Son personnage se positionne contre la règle misogyne du « You fuck, you'll die ». La Nuit de la Comète, c'est aussi un film de science-fiction sorti en 1984, qui aussi entre l'hommage criant au film de SF des années 50-60, par son équipe de scientifiques qu'il met en scène, mais aussi par sa scène d'ouverture digne de ces années-là, on retrouve alors une ambiance similaire aux productions telles que La chose d'un autre monde ou encore La météore de la nuit. Cette introduction emprunte énormément à ses réalisations par les plans de la galaxie très carton-pâte et si typés de cette époque. Mais aussi par la voix off qui s'impose dès les premiers plans pour nous prévenir, nous avertir de la menace qui plane, la comète et son arrivée imminente. Il n'y aura jamais de la planète. Cette même comète qui serait passée il y a 65 millions d'années, d'ailleurs les dinosaures ne s'en sont pas remis. En parallèle de cet avertissement, l'introduction nous présente aussi une équipe de scientifiques qui, eux, se préparent à l'arrivée de cette comète. Ici, Tom Eberhardt s'inspire des classiques du genre de l'invasion pour les détourner. Cependant, s'il s'inspire en partie des réalisations des années 50, c'est aussi un film qui transpire la pop culture des années 80. Car s'il semble du moins par sa scène d'introduction être un hommage au film d'invasion d'un autre temps, c'est finalement un long métrage qui ne peut pas renier sa décennie avec une ambiance, une musique et un décor qui tirent majoritairement vers les tons, le style des années 80. John Muto, le décorateur du film, inclura les années 80 tout en donnant un aspect très proche de l'esthétisme des comics au film, un choix qui je l'avoue n'est pas pour me déplaire. Ce parti pris, John Muto le matérialise par les couleurs qu'il emploie, des couleurs très saturées, à la limite du néon, mais aussi par sa palette chromatique digne d'une capsule temporelle en provenance des années 80. Puis dans les effets qu'il met en avant dans le traitement des plans sur la ville. Il ajoute une couleur rougeâtre au ciel pour appuyer la désolation
et l'aspect post-apocalyptique du long métrage. La teinte rouge qu'il donne au ciel est pour le coup très réussie, elle illustre la ville de Los Angeles comme un grand désert à ciel ouvert, pour encore plus étouffer le spectateur et lui montrer qu'il s'agit bel et bien de la fin du monde. Le tout en choisissant des lieux emblématiques tels que le cinéma ou encore le centre commercial. Concernant les couleurs, son travail de la palette chromatique se retrouve aussi dans les teintes attribuées aux antagonistes. Les ennemis sont ici habillés de bleu et de gris dans des tons très ternes, des couleurs fades qui permettent de mettre encore plus en avant les couleurs vives affublées aux sœurs. Cependant, si les sœurs sont dans des tons très 80, elles ont des tenues très différentes afin d'affirmer leur personnalité. Regina est la plus sage des sœurs, la plus posée, la plus âgée, elle a donc le droit à des couleurs plus basiques, plus sobres et plus neutres que sa sœur. Samantha, elle, est plus naïve, plus jeune et plus extravertie. Elle porte une tenue de pom-pom girl avec des couleurs vives pour réaffirmer qu'il s'agit bien de la Benjamin du duo d'héroïnes. Finalement, comme pour beaucoup de films ou encore de séries post-apo, avec des zombies, le véritable ennemi c'est l'humain, et pas toujours le monstre. D'ailleurs, si l'on va aller plus loin, les ennemis zombies sont eux aussi des humains changés en monstres. Ils gardent même pour la plupart une part de conscience et sont moins des bêtes, des êtres dénués de réflexion comme dans la grande majorité des productions du genre. On aura même au passage le droit à un zombie mécanicien, qui sera doté de paroles malgré son faciès de mort-vivant, un zombie magasinier ou encore un zombie policier. Et ici, la couleur ne sera pas seulement là pour marquer la différence entre les personnages, elle impactera les décors dans lesquels ils évoluent. Regina, Samantha et Hector, dont la voix française n'est autre que Patrick Poivet, l'un des meilleurs doubleurs français qui nous a malheureusement quittés il y a peu, s'illustrent dans des décors au ton vif, des couleurs très flashy, très 80, avec des néons pas toujours discrets. Encore une fois, l'univers se rapproche des comics, mais aussi de l'esthétique des arcades de jeux typiques des années 80, comme pour marquer un peu plus l'omniprésence du monde de l'enfance, de l'adolescence dans leur quotidien malgré la situation. D'ailleurs, le personnage de Regina est une joueuse d'arcade aguerrie, c'est donc sans surprise que le domaine du gaming, d'arcade, prenne autant de place. Elles évoluent alors dans une bulle rétro qui semble coupée de l'apocalypse et baignée dans une lumière surréaliste. Mais lorsqu'elles arrivent chez les scientifiques, dans leur base, elles entrent dans un monde à l'opposé. La base des scientifiques est ici dans des tons très ternes, à l'image de leurs vêtements. Tout est froid, métallique, dans un monde tout droit sorti des vieux films de SF des années 50. Et bien loin de la capsule 80 qui accompagne Reggie, Sam et Hector. Ce traitement du décor et des costumes explicite l'écart entre les personnages et met en lumière le Generation Gap, l'écart de génération. Dans un premier temps, par les inspirations pour les lieux principaux, qui proviennent de deux époques bien différentes. Puis par les costumes et leur esthétisme, mais aussi par les personnages et leur comportement. Comme si les scientifiques et notre joyeuse team opéraient un crossover entre deux films plutôt qu'un seul et unique ensemble. Un choix qui affirme l'écart entre cette jeunesse qui a survécu au passage de la comète, comme le passage à une nouvelle ère, et cette ancienne génération, les scientifiques, qui tenteront de survivre en vampirisant les jeunes. Ils représentent finalement l'ultime menace vers un nouveau monde et la quête de liberté de cette jeunesse prête à conquérir le monde et à le reconstruire de ses cendres. Et finalement, La Nuit de la Comète, c'est un teen movie, un film qui célèbre l'adolescence, l'insouciance et le besoin de liberté, le tout saupoudré de zombies et de paillettes. Il s'agit d'un post-apo comme on en fait peu, et surtout comme on n'en fait plus. C'est un véritable voyage dans le temps qu'il nous propose, un retour dans le plus kitsch des années 80, et ça fait un bien fou, bordel. Un remake est dans les tuyaux, alors dépêchez-vous de découvrir cette fin du monde pas si bubblegum que ça. Le remake sera réalisé par Roxane Benjamin, qui a notamment réalisé des épisodes de séries tels que Les Nouvelles Aventures de Sabrina ou encore Creepshow. Et pour voir le film, c'est là que ça se corse. Le film est largement méconnu en France, il n'y a d'ailleurs aucune édition Blu-ray du film sorti en France. Si vous m'entendez, ESC, le chat qui fume, qu'est-ce que vous attendez pour nous sortir un petit master des familles pour ce post-apo kitschouille à plein gaz ? Histoire qu'on puisse compter parmi notre collection ce film hybride tantôt post-apo, tantôt comique ou encore digne héritier de John Hughes. Enfin, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez aimé repartir dans les années 80 avec moi, qu'elle vous a donné envie de découvrir La Nuit de la Comète. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.